Après avoir voulu évincer plusieurs personnalités du débat, France 2 a finalement invité les 12 principales têtes de liste, de quoi rendre le rendez-vous crucial pour plus d'un candidat. L'appareil judiciaire au cœur des critiques, une étude révèle qu'une large majorité de Français est insatisfaite de l'institution judiciaire. Retour sur les causes de ce désamour dans cette édition. À moins de 2 mois des élections européennes, tous les feux sont au vert pour la Ligue de Matteo Salvini. Entre les victoires régionales et les sondages largement favorables, le parti du ministre de l'Intérieur italien peut espérer faire une entrée fracassante au Parlement européen. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de passer à l'actualité, une petite précision. Quelques téléspectateurs ont été troublés par les propos de notre consultant dans le sujet sur l'Algérie du journal d'hier mercredi. Le commentaire évoquait la nécessité de ne pas regarder les actuels troubles algériens avec un œil de revanche pour les pieds noirs. Ce point de vue, qui se voulait factuel, ne laissait place à aucune critique ou outrage à l'égard des rapatriés français. Rappelons d'ailleurs que la seule émission de France consacrée aux harkis et aux rapatriés au forum avec Bernard Cole et sur TV Liberté. Et revenons à présent à l'actualité de ce jeudi 4 avril. France 2 contraint de mettre les petits plats dans les grands. Ce jeudi, la télévision publique recevra 12 têtes de liste pour les élections européennes, après une décision du tribunal administratif de Paris. Élise Blaise. Plus on est de fous, plus on rit. Alors que la tête de liste des communistes, Yann Brossa, avait déjà réussi à être intégré au débat de ce jeudi soir au début du mois, c'est désormais François Asselineau, Florian Philippot et Benoît Hamon qui ont été rajoutés au dernier moment sur les listes des débatteurs. Après un recours de chacun des candidats, le tribunal administratif a tranché contre France Télévisions pour contraindre la chaîne à donner la parole à toutes les têtes de liste. Une décision à laquelle France 2 s'est pliée tout en s'insurgeant à l'atteinte à la liberté de la presse. Une attitude qu'a d'ailleurs confirmé ce jeudi matin le Conseil d'État. En effet, la décision du tribunal administratif a été cassée, les sages considérant que n'étant pas dans une période électorale, la chaîne avait le droit de choisir ses invités. Après avoir été conforté dans son droit, France 2 a fait savoir qu'il ne reviendrait toutefois pas sur les invitations aux 12 candidats par courtoisie. Une courtoisie adoptée sans doute à cause des dernières modifications techniques pour accueillir les 12 et non 9 personnalités sur lesquelles il était trop tard pour revenir. Quoi qu'il en soit, le rendez-vous s'annonce donc intense, à plus forte raison que les objectifs des 12 candidats ne seront pas les mêmes. Donnée en première place dans les sondages, Nathalie Loiseau pour La République En Marche aura surtout à éviter les écarts et les ratés. À plus forte raison que LREM n'a pas encore de député européen élu en tant que tel et donc pas de bilan à défendre au Parlement. Pour autant, Nathalie Loiseau devrait sans doute subir des attaques contre Emmanuel Macron. Le poursuivant Jordan Bardella du Rassemblement National pourrait quant à lui avoir à se justifier sur sa jeunesse face à d'autres candidats plus madrés. Une épreuve qu'aura également à affronter Manon Aubry en tête de liste de la France Insoumise, qui avouait d'ailleurs volontiers que l'échéance lui donnait un peu le trac. Pour les Républicains, le pro-famille François-Xavier Bellamy sera également dans un exercice nouveau pour lui. Les échanges indubitablement rapides du programme pourraient alors lui être défavorables dans la mesure où le philosophe n'est pas un pur produit politique. Pour Nicolas Dupont-Aignan, l'étape s'annonce cruciale. Estimée aux alentours des 5% dans les sondages, la tête de liste des amoureux de la France a tout intérêt à jouer le tout pour s'imposer et donc franchir un nouveau cap. À plus forte raison qu'il est un des seuls invités à avoir été candidat à la présidentielle et donc à avoir bénéficié d'une exposition nationale. À gauche, Benoît Hamon, l'autre ancien candidat à la présidentielle, aura fort à faire pour effacer son image de grand perdant. À plus forte raison que Raphaël Glucksmann, représentant l'alliance de son parti Place Publique avec le Parti Socialiste, aura à cœur de grappiller quelques points chez Génération en paraissant plus à même de faire un score important. Le Vert Yannick Jadot sera de son côté intéressant à observer afin de voir où il repère son réservoir de voix. Du côté des candidats favorables au Frexit, Florian Philippot et François Asselineau, la soirée sera aussi décisive. Gageons que l'ancien numéro 2 du parti de Marine Le Pen ne cherche pas à faire son solde de tout compte au RN. De même, François Asselineau devra s'imposer sans se concentrer sur la revendication de la légitimité du Frexit. La soirée commencera avec un objet choisi par chacun des candidats pour incarner l'Europe et ils devront s'en expliquer. Ainsi donc, le débat s'annonce long et sans doute laborieux tant les échanges devront être rythmés. Les deux journalistes Thomas Soto et Alexandra Ben Saïd, la remplaçante de Léa Salamé, ne devront donc pas chômer. Les Français ne croient pas en la justice de leur pays. Une étude révèle la défiance des citoyens face à l'institution judiciaire. L'axis insatisfaisante, déconnecté de la réalité, le système judiciaire n'a pas la cote. Olivier Frère-Jacques.
J'ai confiance en la justice de mon pays. La formule, aussi superflue que démagogique, a probablement fait son temps. Le quotidien Le Figaro a publié les résultats d'une étude de l'Observatoire national des réponses pénales de la délinquance, l'ONDRP, qui témoigne du désamour des citoyens à l'égard de l'institution judiciaire. Cette étude porte sur un échantillon représentatif de plus de 90 000 personnes et a été réalisée sur une période de 6 ans, entre 2013 et 2018. On y découvre que 64% des interrogés ont une perception négative de la justice. Le terme justice correspondant ici à la notion de système judiciaire, la justice étant une notion philosophique dépassant le cadre de la vie en société. L'ONDRP détaille le ressenti à l'égard de l'institution selon la catégorie socio-professionnelle et l'âge des personnes interrogées, et les résultats peuvent étonner à certains égards. Ainsi, le niveau de satisfaction est plutôt élevé chez les jeunes, avec un tiers de satisfaction chez les 14-18 ans et plus d'un quart chez les 12-29 ans, tandis que l'insatisfaction est beaucoup plus grande chez les 40-69 ans, avec 70% d'avis négatifs, c'est-à-dire chez ceux qui ont probablement eu affaire au système judiciaire. L'institution judiciaire française, l'essayer, ce n'est donc pas l'adopter. Élément étonnant également, ce sont les couches dites populaires qui seraient les moins insatisfaites de l'appareil judiciaire. Reste à savoir ce qui est mis derrière la notion de couche populaire. Les couches dites plus aisées enregistreraient en revanche un taux de satisfaction beaucoup plus bas. Globalement, les chiffres sont en tout cas très négatifs, avec seulement 1% de très satisfaits, 20% de satisfaits, 44% de peu satisfaits et 20% de pas du tout satisfaits. Concernant les victimes et les témoins d'actes de délinquance, le niveau de critique est très élevé, avec 71 et 62% de perception négative, des chiffres validant le sentiment de laxisme vis-à-vis des délinquants. L'étude révèle également que de nombreux Français réclament plus de sévérité de la part de l'appareil judiciaire, une demande compréhensible mais également contradictoire, car elle reviendrait à donner une force coercitive plus importante à une institution perçue comme dévoyée. Autre contradiction, alors que les Français perdent confiance dans l'institution judiciaire, l'étude révèle que plus de 50% d'entre eux se déclarent satisfaits de l'action de la police. Une police qui pourtant n'est que le bras armé d'un pouvoir politique et judiciaire largement critiqué. Du côté des causes du désamour de l'institution, le rapport évoque le manque de structure, les tribunaux surchargés, les délais et les lourdeurs administratives ou encore les prisons saturées. À ces éléments, on pourrait facilement ajouter les polémiques entourant l'appareil judiciaire français, à savoir les scandales liés aux magistrats politisés, notamment dans l'affaire du syndicat de la magistrature, ou encore les personnalités controversées qui se sont succédées à la tête du ministère de la Justice. Aujourd'hui, Nicole Belloubet et avant elle, Jean-Jacques Urvoas, proche des loges et qui n'a pas hésité à violer le secret judiciaire pour aider l'élu du centre droit, Thierry Solaire. Sans oublier avant eux, une certaine Christiane Taubira qui n'aura pas franchement contribué à la grandeur de la justice. Enfin, un bémol peut être apporté à cette étude. Réalisée entre 2013 et 2018, elle ne prend pas en compte les récents événements liés à la contestation des Gilets jaunes et qui a probablement porté un coup supplémentaire à l'institution judiciaire. En effet, depuis le début de la grogne, 800 peines de prison ont été prononcées contre des manifestants. La sévérité à géométrie variable appliquée par les tribunaux ne devrait pas profiter à remonter la cote de l'institution. Rien n'arrête Matteo Salvini. Un an après sa victoire lors des élections générales, le ministre de l'Intérieur italien enchaîne les victoires. Un signal fort envoyé à moins de 2 mois des européennes. Matteo Salvini enchaîne les victoires avant de s'attaquer à Bruxelles. Depuis les élections législatives de mars 2018, la coalition formée par la Ligue, présidée par le ministre de l'Intérieur, Forza Italia et Fratelli d'Italia, ne cesse de triompher sur la scène nationale. Dernier exemple en date, la victoire lors d'élections régionales le 24 mars dernier en Basilicate dans le sud du pays. Le candidat de cette coalition régionale a remporté 41,9% des voix, loin devant le centre-gauche à 33,3%. Un succès qui met fin à près de 25 ans d'hégémonie de la gauche dans la région, où le mouvement 5 étoiles a une nouvelle fois perdu du terrain. Avant Basilicate, 4 autres régions, dont la Sardaigne, ainsi qu'une province autonome, ont suivi le même chemin, passant dans l'escarcelle de la Ligue de Matteo Salvini. De quoi gonfler la confiance du ministre de l'Intérieur italien, alors que cette échéance constituait le dernier test électoral local, avant de voir se profiler la campagne européenne, jouissant d'une véritable cote de popularité en appliquant une politique sécuritaire et de combat contre l'immigration clandestine. Le vice-premier ministre italien peut espérer déjouer les pronostics pour investir massivement le Parlement européen. En effet, malgré les efforts du camp progressiste incarné par Angela Merkel et Emmanuel Macron pour mettre à mal la politique de la Ligue, Matteo Salvini a réussi à affiner sa stratégie. D'ailleurs, les sondages lui sont largement favorables. Au niveau national, la Ligue est donnée en tête avec environ 32% des intentions de vote.
vote, suivi par le mouvement 5 étoiles et le Parti démocrate au coude à coude, le premier estimé à 22% et le deuxième à 20%, loin devant Forza Italia de Silvio Berlusconi, crédité de 10%. Cependant, Matteo Salvini reste prudent et se refuse à tout pronostic, même s'il ne cache pas son optimisme. Une prudence de mise, alors que lors du précédent scrutin européen, la Ligue, alors appelée Ligue du Nord, n'avait recueilli que 6,15% des voix, soit 5 sièges au Parlement européen. Et on passe à présent à l'actualité en bref avec Floriane Janin. Et de 4 pour Carlos Ghosn. Ce jeudi, l'ancien PDG de Renault-Nissan a été arrêté pour la 4e fois à son domicile de Tokyo pour de nouveaux soupçons de malversation financière. Carlos Ghosn est à présent soupçonné d'avoir utilisé la réserve du PDG de Nissan pour des transferts d'argent à un distributeur de véhicules Nissan à Oman, montant dont une partie lui aurait été reversée indirectement. Déjà sous le coup de 3 inculpations pour déclaration inexacte de revenus et pour abus de confiance, Carlos Ghosn avait été libéré sous caution le 6 mars. Cette nouvelle arrestation intervient alors que l'ancien patron de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi avait annoncé qu'il prévoyait une conférence de presse le 11 avril prochain. Un report plutôt que le no deal. Mercredi, les députés britanniques ont voté une proposition de loi visant à forcer le Premier ministre Theresa May à repousser la date du Brexit afin d'éviter une sortie sans accord de l'Union européenne. Voté à 313 voix contre 312, le projet a rendu furieux les plus fervents défenseurs du Brexit, bien décidés à quitter l'UE, même sans accord. La proposition de loi doit encore être examinée par la Chambre des Lords, la Chambre haute du Parlement et la demande de report devrait être approuvée par les dirigeants de l'UE. Blanche Gardin renvoie le gouvernement dans les cordes. Mercredi, l'humoriste a adressé un cinglant non merci à la proposition de nomination à l'Ordre des Arts et des Lettres lancée par le cabinet du ministère de la Culture. Blanche Gardin a expliqué qu'elle ne pouvait pas accepter une récompense d'un gouvernement qui ne tient pas ses promesses pour sortir les personnes sans domicile de la rue. Le 31 mars dernier, au Zénith de Paris, l'humoriste avait donné une représentation de son spectacle dont les bénéfices avaient été reversés à des associations. Blanche Gardin s'offre ainsi un joli coup de pub et pourra désormais revendiquer le statut d'artiste engagé. Un rendez-vous arrangé tourne bien. En Bolivie, des scientifiques ont lancé un programme de recherche afin de trouver une femelle à Roméo, la dernière grenouille. C'est une casse connue depuis 10 ans. Et le programme a porté ses fruits. Une femelle a été découverte dans une forêt bolivienne en janvier. Les 2 batraciens partagent désormais le même aquarium et les chercheurs espèrent étudier la reproduction entre les 2 grenouilles pour relancer l'espèce. Because all of this is new for science, so it's a really great opportunity to see how long it takes, to see what happens, and that will help us plan for future years to start building a captive breeding program for Romeo species. Et ce soir, retrouvez immédiat, Jean-Yves Le Gallou et Nicolas Faure évoquent la nomination de Sibeth Ndiaye au poste de porte-parole du gouvernement, l'agression transphobe lors d'une manifestation d'Algériens et l'interview de Jean-Marie Le Pen par l'animateur Cyril Hanouna. Découvrez également un nouveau numéro du Plus d'éléments. Alain Debenoît et son équipe se penchent sur le concept de populisme et sur l'idéologie libérale comme erreur anthropologique. Et tout de suite, la France de Campagnol de Christian Combaz et Mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. J'ai évoqué récemment le cas de ces gens dont les nouveaux arrivants dans les villages découvrent tardivement, je veux dire une fois que les intéressants ont plus de 60 ans,
qu'ils ont été rivaux sur le plan amoureux. Pour parler clair, quand des gens venus de la ville, comme moi, mais il y a 30 ou 40 ans, s'étonnent de voir que le vieux Marcel ne puisse pas blairer le vieux Robert à 70 ou 80 ans aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas, et j'ai pas, suivi le début. Et souvent, le début, c'est que la femme de l'un a eu des faiblesses pour l'autre. Dans l'évocation de ce genre de situation, j'ai oublié un détail qui entretient l'animosité de l'un à l'égard de l'autre, c'est l'inégalité devant l'âge. Déjà, quand un homme du village s'est conduit comme un coq, et quand ça a marché, c'est souvent qu'il était pas mal de sa personne et que donc au fil des années, souvent, il s'est entretenu pour pouvoir continuer à butiner, tandis que l'autre, celui qui n'était pas coureur, a continué à boire et à grossir et à perdre ses cheveux. Heureusement pour la paix sociale, comme je l'ai dit, avec la modernité et la mobilité générale, les coqs de village sont allés visiter d'autres poulaillers situés à plus de 100 km, ce qui fait qu'on n'a plus de grands esclandres pendant les fêtes locales. Mais il demeure que pendant les fêtes ou au jardin ou au café, les séducteurs invétérés jouent de leur supériorité physique avec une espèce d'innocence agressive, par exemple le vieux Robert, qui fait exprès, dès les premiers beaux jours, de porter une espèce de débardeur et un short, et qui parfois, dès qu'il est au jardin, tombe carrément le débardeur, ce qui révèle sa nature assez avantageuse, genre lutteur de foire, et là c'est un comportement qui irrite au plus haut degré ceux dont il a courtisé la femme il y a 30 ans, c'est au point que dans les fêtes de village, il y a certains hommes qui ne sortent pas s'ils s'y trouvent. Du coup, leur femme est punie aussi, puisqu'on ne la voit pas non plus dans les vins d'honneur. Je rappelle que nous parlons là de la génération au-delà de 70-80. Jusque-là, la situation entre le vieux Marcel et le vieux Robert et la femme qui s'appelle Jacqueline, j'ai changé les noms bien entendu, est contenue dans des limites normales. Mais si je vous précise, je vais vous préciser deux ou trois choses qui font qu'on est en plein sujet de film. D'abord, cette Jacqueline, qui est une assez belle femme, tombe malade. Elle a 60 ans, 65, 7 ans. C'est vraiment dommage, elle dépérit, d'après la rumeur, elle a un cancer. Au début, personne n'est au courant, sauf moi, par le patron du café. Mais Marcel, là, son mari, qui est vraiment un rustre, c'est-à-dire un type assez malin, mais sans cœur, sans sentiment, malgré sa jalousie, ne sait pas comment traiter cette situation. Alors, la maladie de sa femme l'embarrasse beaucoup, il a eu l'habitude d'être celui dont on prend soin, il a du mal à prendre soin des autres. Et curieusement, pendant qu'il fait son jardin, il va asseoir sa femme sur une chaise en plastique derrière la haie de tomates, avec une table couverte de journaux People. Et il s'arrange pour faire ça pendant que l'autre, le Robert, travaille dans son propre jardin comme une brute et torse nu. Le Robert en question, qui ignore encore tout de la maladie de madame, passe et repasse devant eux, le maillot sur l'épaule avec sa musculature, et Marcel le salue. Ensuite, il finit par l'inviter à dîner. Robert est veuf depuis 10 ans, il va donc dîner chez monsieur et madame, et là, curieusement, la pauvre Jacqueline, c'est peut-être une coïncidence, due aux effets des rayons, entre dans une phase de rémission. Du coup, Marcel, qui a toujours veillé sur sa femme, le fusil à la main, s'aperçoit que le fameux Robert n'est pas seulement un coureur, il est aussi un peu amoureux d'elle, ça se voit. Et ça l'intimide parce qu'au point où il en est, il commence à respecter ce qu'il ne comprend pas. La rémission, comme souvent, évidemment, n'est qu'un faux espoir. Donc Jacqueline rechute. Alors Marcel lui tient à Robert à peu près le discours suivant. Je suis assez pessimiste, le médecin aussi apparemment, mais tu lui fais du bien par ta présence, viens lui parler quand tu peux. Alors il vient lui parler. Et là, on s'aperçoit qu'il est vraiment amoureux d'elle. Mais il est trop tard. Elle finit par mourir. Et là, ces deux types de 76 et 80, qui s'étaient toujours détestés pour des raisons évidentes, deviennent inséparables. Alors je vous dirai demain pourquoi, en vertu de quelle loi naturelle, mais c'est l'une des choses qui a troublé tout le monde au village dans les 5 dernières années. Finalement, quand la vie n'est pas hachée par la modernité, par la mobilité, par l'hystérie, on a le temps de voir mûrir des psychologies assez complexes parce que la maturation prend du temps, parce qu'elle nécessite une certaine température, un certain bain amniotique. Et chez nous, c'est resté comme ça. Quand on a quelque chose dans le cœur ou dans l'esprit, à Campagnol, la télévision ne vient pas tout brasser toutes les 4 heures. Chez nous, pas de Netflix de saison 4. On ne laisse pas les groupes du genre Canal+ voler notre vie par pans entiers. Les gens ont le temps d'aller au bout de leur logique. Ils ne sont pas cloués à celle des autres. Alors je vous dirai demain à quelle logique se sont rendus ces deux messieurs, mais c'est du mot passant. À bientôt. Merci.
Durant ces dernières semaines, les titres de presse font des gorges chaudes sur le conservatisme prétendument outrancier de la tête de liste du parti aux européennes, François-Xavier Bellamy. Tout d'abord, Bellamy, à plusieurs reprises sur les plateaux de télévision, a rappelé son opposition personnelle à l'avortement, et c'est tout à son honneur. Tout en rappelant qu'il ne fallait aucunement en déduire un quelconque programme pour les Républicains, ce qui est moins à son honneur. En effet, le facile découpage entre « je pense ceci à titre privé » et « je ne fais rien de cette pensée à titre public » pose un vrai problème fondamental qui, coup de chance pour le jeune Bellamy, n'est pas l'objet de ma chronique du jour, et c'est une chance pour lui. Revenons à nos moutons. Sur l'avortement, où en sont les Républicains? Chez eux, la défense de la vie, on ne sait pas vraiment ce qu'ils en pensent. Mais l'avortement, c'est sûr, c'est tabou, c'est sacré, c'est intouchable, c'est un droit fondamental. Pour preuve, le récent amendement déposé par la députée Bérangère Poletti, qui propose d'étendre la compétence des sages-femmes à la réalisation d'avortements, pas seulement par voie médicamenteuse. Parce que cela, en fait, les sages-femmes ont déjà la possibilité de le faire, mais aussi par voie chirurgicale. Une proposition d'une gravité inouïe. Tout d'abord, si le fait d'ôter une vie était un acte anodin, cela se saurait. Mais comment oser imaginer que donner des compétences chirurgicales à du personnel médical était aussi simple que passer le permis de pêche? Quelle est réellement la motivation de cet amendement? La défense du fameux droit à l'IVG, dont Mme Poletti nous explique qu'il est un droit fondamental essentiel à la liberté, à l'autonomie et à l'émancipation des femmes, rien que ça. Mme Poletti s'était déjà distinguée par le passé par son combat en faveur de la contraception pour les mineurs. Un tel amendement nouveau, eh bien je dirais goodbye Marisol Touraine, goodbye autre Schiappa, laissez sur place les deux donzelles, car oui, il s'agit bien du discours d'une députée des Républicains, parti dont on nous explique à longueur de médias qu'il est en proie à une dangereuse dérive droitière, catholique et conservatrice. Une chose semble acquise, ce n'est en tout cas pas la cohérence qui va étouffer le parti de M. Wauquiez. On peut tirer dans toutes les directions pour essayer d'avoir des voix. Lorgner vers La République En Marche sur le plan sociétal, faire les yeux doux aux cathos bien élevés avec Bellamy en tête d'affiche. On peut essayer pour ces élections, mais il n'est pas absolument sûr que le résultat dans les urnes soit à la hauteur des espérances.